Alors, vous remercie pour cette belle invitation à venir vous parler des pratiques inclusives des pairs dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et en lien aussi avec la séparation conjugale, puisque c'est un élément qui ressortait de cette étude-là aussi. Donc, un grand merci et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Vous voyez au bas tous les logos, vous voyez derrière moi de nombreuses personnes qui sont associées à cette étude-là. Au menu, bien, rapidement faire un bref retour sur l'étude qui a été réalisée, ses objectifs, quelques mots sur la méthode. Ce que nous ont dit les gestionnaires et le personnel intervenant du réseau de la santé et des services sociaux sur les pratiques inclusives, les facteurs facilitants et les défis rencontrés, puis certains constats et recommandations qu'on peut porter à la suite là, de cette étude-là. Bref rappel de l'étude puis de ses objectifs. Bien, comme je vous disais, je suis la chanceuse aujourd'hui qui vient vous parler de ces résultats-là, mais il faut y voir derrière moi de nombreuses personnes. Donc, c'est 8 chercheurs quand même qui étaient associés à cette étude-là, qui provenaient de 6 universités distincts. Un comité aviseur composé de 2 personnes du ministère de la Santé et des Services sociaux, de Raymond Villeneuve, du regroupement pour la valorisation de la paternité, de 2 répondants santé et bien-être des hommes qui sont associés au site, 2 des sites qui ont participé à l'étude, des chercheurs, Gilles Tremblay du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, Diane, c'est-à-dire moi-même, Tamara et Jean-Martin qui étaient associés à l'étude, et bien sûr, notre personnel de recherche, 4 assistantes de recherche hors pair, qui ont dû composer avec un contexte de pandémie, donc qui a mis un peu de pression là, pour réaliser à la fois les collectes de données, l'analyse, pour respecter les échéanciers. Dans quel contexte s'inscrit cette étude-là? D'abord, dans une reconnaissance d'un engagement accru des pères auprès de leurs enfants. Donc, les pères d'aujourd'hui sont plus présents auprès de leurs enfants que ne l'étaient les pères des générations antérieures. Une reconnaissance par la communauté scientifique de ces bienfaits de l'engagement des pères, à la fois pour les enfants, pour les mères, mais pour les pères aussi. Donc, il y a tout lieu de soutenir et de valoriser cet engagement-là. Au fil des années, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est des efforts qui ont été mis à élaborer des programmes, à mettre en place des pratiques qui visaient à répondre aux besoins des pères, à adapter ces services-là, qui nous ont permis de faire des recensions de ces modalités de soutien offerts aux pères, sur l'ensemble du territoire canadien, je pense aux travaux de Gilles Forget, mais aussi au niveau du territoire du Québec. Et les principaux constats qui ressortent de ces études-là, de ces recensions-là, nous montraient principalement que les modalités de soutien, à près de 80 provenaient du secteur communautaire, que très peu étaient connus en regard du réseau de la santé et des services sociaux, alors qu'il s'agit souvent de la première porte d'entrée au service. On pense par exemple en périnatalité, donc dès le départ du projet d'enfant. Il y avait également le contexte de restructuration du réseau de la santé et des services sociaux et d'aller voir dans cette restructuration quelle est la place, quelles étaient les pratiques inclusives des pères. Donc, un contexte à documenter. Les intervenants du réseau aussi nous disaient, mais nous aussi, on fait des choses, mais on dirait que ça ne sort pas. Et c'est donc par une approche méthodologique peut-être un petit peu plus fine où il fallait documenter davantage en soi les pratiques. Et ce n'était pas nécessairement des programmes comme tels ou des activités qui étaient offertes spécifiques aux pères, mais c'est dans nos pratiques plus au quotidien qu'il y avait des adaptations qui étaient faites. D'où l'intérêt de mener cette étude-là. Avant tout, définir ce qu'on entend par pratique inclusive. Donc, c'est un concept qui s'inscrit dans une perspective de légitimité de la diversité. Ici, diversité plus spécifiquement en regard des structures familiales. Hein? La famille d'aujourd'hui, elle s'illustre dans une diversité de structures, mais aussi de constellations parentales qui sont très variées. Donc, légitimité de la diversité qui va inciter à l'adoption de stratégies qui sont variées et souples, de manière à favoriser l'inclusion et non pas l'exclusion, puis où les différences vont être reconnues positives et perçues positivement et de façon constructive. Donc, l'inclusion, ce n'est pas de regrouper un ensemble d'individus ou de groupes et de les considérer comme étant similaires, mais bien comme ayant des caractéristiques qui peuvent
amener des différences et donc de diversifier pour rejoindre ces différences-là et répondre aux besoins, bien, il faut diversifier, entre autres, les moyens de présenter les contenus, les stratégies d'intervention qui sont préconisées, puis les méthodes d'évaluation qui sont utilisées. Donc, de manière à mieux prendre en compte cette diversité-là des différences individuelles pour, ultimement, bien, répondre aux besoins propres à cette diversité-là dans une perspective que l'on veut inclusive. Donc, c'est important de bien le définir au départ. L'objectif de l'étude était de tracer un portrait des programmes et des pratiques inclusives des pairs dans le réseau de la santé et des services sociaux, d'identifier les conditions gagnantes qui contribuent à la mise en œuvre des pratiques inclusives des pairs, d'identifier également les défis rencontrés et de générer de nouvelles connaissances afin d'augmenter la formation continue des professionnels, des gestionnaires du réseau, de manière à pouvoir implanter des pratiques qui soient inclusives des pairs en réponse à leurs besoins. La méthodologie, rapidement, le temps est assez serré. Donc, dans cette étude-là, on a adopté un devis mixte avec l'utilisation de données à la fois quantitatives provenant de questionnaires et de données qualitatives issues d'entrevues qui ont été menées auprès de gestionnaires et de personnel intervenant pour documenter les différentes caractéristiques personnelles qui peuvent affecter les pratiques des intervenants auprès des pairs. Vous mentionnez que les protocoles d'entrevue étaient distincts pour les gestionnaires et pour le personnel intervenant. L'étude, elle a été réalisée dans 4 sites du territoire québécois, c'est-à-dire à Laval, Québec, en Outaouais et en Abitibi, de manière à avoir un échantillon qui est relativement représentatif de la situation au Québec. Au total, c'est 56 répondantes, soit 24 gestionnaires, 32 intervenants, donc un ratio relativement équivalent, donc 43% de gestionnaires et 57% d'intervenants. Parmi ceux-ci, 9 répondants se sont identifiés comme étant de sexe masculin et 47 répondants de sexe féminin. Bien sûr, les enjeux de la COVID sont pris en compte. On a eu le OK final pour partir cette étude-là au printemps 2020. Printemps 2020 qui coïncide à la période de pandémie, donc qui n'était vraiment pas un temps idéal pour aller faire les collectes de données dans le réseau de la santé et des services sociaux, ce qui a amené un certain décalage et d'où des délais très serrés. Donc, on est très content d'avoir réussi à rejoindre 56 répondants qui se distribuent selon donc un petit peu plus de données sur les caractéristiques de notre échantillon. Donc, selon les sites, on a un peu moins de répondants dans la région de l'Outaouais dû à une procédure de recrutement par les gestionnaires qui avaient suggéré une procédure qui était un peu haute, puis qui a entraîné certaines difficultés au niveau du recrutement. Mais vous voyez, par région, l'étude visait à documenter les pratiques inclusives dans le réseau, donc de toucher l'ensemble des services qui étaient offerts. Donc, vous avez la répartition en fonction qu'il s'agissait donc la majorité proviennent de services, des services jeunesse ou santé publique dans la région de l'Abitibi. Ils sont qualifiés, s'apparentent beaucoup à ce secteur-là. Protection de la jeunesse, santé mentale, dépendance. On avait le secteur DI, déficience intellectuelle, physique et TSA. Les groupes d'unités de médecine familiale et d'unités mère-enfant et du centre de pédopsychiatrie. Et vous avez pour les intervenants qui sont associés à différentes formations, que ce soit en santé plutôt des infirmières cliniciennes et dans le domaine psychosocial, on avait vraiment une diversité là, de formations des intervenants qui ont répondu à nos questionnaires. Le cadre conceptuel de l'étude, rapidement, on était intéressé à aller voir dans un premier temps les caractéristiques plus personnelles, professionnels de nos répondants en lien avec leur ouverture à inclure les pairs au niveau de leur pratique, les connaissances qu'elles avaient des réalités masculines, le soutien institutionnel qu'elles percevaient ou qu'ils percevaient en regard de l'inclusion des pairs. Donc, un ensemble de caractéristiques personnelles qui vont influencer concrètement les pratiques que je vais actualiser
Donc, ces caractéristiques-là personnelles, elles nous proviennent principalement de questionnaires, quelques éléments aussi au niveau qualitatif. Ensuite, on a documenté les pratiques inclusives actuelles des pairs, documenté également les besoins des gestionnaires, des intervenants et ultimement pour avoir une vision de quelles étaient les pratiques souhaitées pour l'inclusivité au niveau des pairs. Donc, ces données-là provenaient plus des entrevues qualitatives qui ont été effectuées. Les résultats, je vais me concentrer compte tenu du temps qui est limité, mais vous allez avoir la référence à la fin pour l'accès au rapport. Donc, je vous invite à consulter qui est disponible pour avoir davantage d'informations. Tout est détaillé avec des extraits de verbatim, d'entrevues pour illustrer vraiment les principaux constats. Donc, je vais me concentrer sur les résultats qui sont issus des entrevues qualitatives, de donner la parole aux gestionnaires, au personnel intervenant, mais vous dire que les résultats quantitatifs vont dans la même lignée que ce qu'on obtient au niveau du qualitatif. Donc, de façon générale, au niveau des résultats, dans les propos qu'on a recueillis, on pourrait qualifier, dans l'ensemble, il y a deux grands discours qui sont extraits de ces propos-là, qui viennent de valeurs ou de croyances que les gens, nos répondants, pouvaient mettre de l'avant. Un premier discours qui est intéressant, qui montre une sensibilisation à la présence des pairs, le fait qu'ils soient plus présents, aux effets bénéfiques de cette présence-là. Donc, même s'ils reconnaissent l'importance de l'engagement paternel et que ce n'est pas nécessairement une priorité, mais on voit que c'est important et que ça a des bienfaits pour la famille, pour le développement des enfants. Des propos qui soulignent également que les pères sont compétents, ils sont impliqués auprès de l'enfant, que pour certains pères, il y a présence de souffrance qu'on va voir qui va se manifester par certains comportements qui peuvent être inadéquats, mais auxquels il faut apporter un soutien, et par des propos qui soulignent le goût de vouloir intervenir, d'aller rejoindre davantage les pères. Des exemples de verbatim, fait que là, j'ai dit, ben moi, je privilégie de vous voir tous les deux. C'est un enjeu familial avec les parents, fait que pour moi, c'est inconcevable que je vois juste un parent, puis que la mère lui fasse le message ou le résumé de notre rencontre. Une autre personne nous dit, on a mis en place l'inclusion systématique du papa comme étant vraiment un individu à part entière au sein de cette famille-là. Donc, lorsqu'on ouvre l'épisode de service, on ne s'adresse pas seulement à la maman, on va aussi s'adresser, offrir de vive voix le service au papa. Donc, des propos qui valorisent, qui encouragent l'inclusion des pères, puis qui va amener des pratiques qui favorisent cette inclusion-là. En même temps, on retrouvait des propos un petit peu plus nuancés de la part de certains répondantes, et les arguments qui étaient mis de l'avant quant à ces nuances-là ou à la présence de certaines résistantes, ils sont de différents ordres. Dans un premier temps, que l'inclusion des pères s'inscrivait davantage dans une préoccupation du deuxième parent dans un sens large. Faut faire attention parce que parfois, c'est deux mères, des fois, c'est deux pères. Des fois, c'est une mère porteuse qui le fait pour son frère. Fait que le terme père, il peut être un peu à faire attention. Il faut être prudent dans ce terme-là. Donc, il fait que j'utilise en moins visible cette terminologie-là. Certains propos aussi qui montrent certaines caractéristiques des pères qui pourraient entraîner une moindre motivation à les intégrer. Est-ce qu'on voudrait réellement avoir plus d'hommes dans ces services-là? Peut-être pas parce que, mais peut-être que oui. Mais tu sais, en même temps, peut-être que non. Parce que j'ai l'impression que les pères ont plus de facilité à faire comme, OK, là, c'est assez, là. Donc, certaines caractéristiques des pères. Le fait que certains propos qui nous montrent que c'est plus complexe de vouloir intégrer les pères, ça prend plus de temps pour fixer un rendez-vous. On parle du père, mais il peut y avoir aussi un nouveau conjoint, donc jusqu'où on se rend. Le dédoublement de travail que ça nécessite. Le fait que aussi, ce n'est pas nécessairement un réflexe. Ce n'est pas un réflexe qu'on a. On veut qu'il soit inclus. On essaie toujours d'y penser, mais donc, on a ces deux discours-là qui nous montrent dans un premier temps une certaine sensibilisation à l'importance de les inclure dans nos interventions, mais en même temps aussi certaines nuances, certaines résistances qui peuvent être présentes. Lorsqu'on va voir dans les pratiques, là, on a documenté les pratiques plus spécifiques. Qu'est-ce qu'ils font
au quotidien. Et là, on a regroupé ces pratiques-là en fonction de 3 grandes catégories. Qu'est-ce que je fais pour rejoindre les pairs? Qu'est-ce que je fais pour identifier leurs besoins? Et je regroupais les propos en fonction de qu'est-ce que je fais pour soutenir dans l'exercice du rôle parental. Et on a subdivisé chacune de ces catégories-là en fonction d'un facteur d'influence. Est-ce que ça vient de ma pratique individuelle, c'est-à-dire moi, dans ma pratique, je fais plus ça? Est-ce que ça vient d'une directive d'équipe qui m'amène à adopter telle pratique? Est-ce que c'est une directive institutionnelle ou c'est une directive qui émane de politique ou du législatif? Alors, rapidement, je vais vous faire les constats issus par rapport à ces 3 grandes catégories-là en fonction des différents facteurs d'influence. Si je regarde pour rejoindre les pairs, on a 4 constats qui émergent des contenus qu'on avait regroupés dans cette catégorie-là, les propos des intervenants, des gestionnaires. D'abord, reconnaissance qu'il y a des stratégies multiples qui sont utilisées pour rejoindre directement les pairs, puis qui vont provenir soit d'une directive d'équipe, de l'institution ou de politique. Un extrait d'une gestionnaire. Je pense qu'on met des belles stratégies pour aller rejoindre les papas là où ils sont. Là, j'ai mon petit écran qui est ici. Si, par exemple, pour papa, c'est plus difficile, même juste la demande d'aide d'aller au CLSC, ben, on va aller à domicile. Donc, des enjeux relatifs à l'accès, que ce soit sur l'horaire, sur la modalité aussi, en présentiel versus non, à domicile ou pas. Les aspects législatifs, politiques sont importants. Le consentement pour les jeunes de moins de 14 ans, qui fait que, par exemple, on a la loi derrière nous. Donc, ça nous permet de dire et d'affirmer à ce parent-là qui n'a pas vu ses enfants pendant X nombre de mois, qui est toujours important dans la vie de son enfant. Donc, je suis obligée d'aller chercher son consentement, puis ça me permet de lui donner ce message-là de son importance. Il y a également au niveau ministériel une directive qui a été émise sur la formation sur le bébé secoué, où on incite maintenant à ce que les 2 parents soient présents. Donc, ce sont des directives qui vont se traduire dans des pratiques à rejoindre les 2 parents. L'autre constat qui est important, c'est un premier contact avec les services qui se veut une porte d'entrée qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire qu'il y a des pères qui se rendent dans les services pour différentes raisons, surtout au niveau du périnatal. Et il faut utiliser ces portes-là si l'accueil, si la réponse, si l'environnement est favorable, ça va amener probablement les pères par la suite à retourner vers ces services-là. Un extrait, c'est très rare que les pères ne sont pas à la visite postnatale parce qu'ils ont des questions, parce qu'on leur dit dans l'appel postnatal, quand on va y aller dans 2 jours, faites-vous une liste de questions. Puis les pères ont autant de questions que les mères. Donc, ils sont là, si on les interpelle, s'ils sont accueillis, s'ils sentent une réponse, ben c'est une porte d'entrée pour éventuellement d'autres services. Et là, c'est sûr qu'ici, on a des services qui incitent à une participation qui est volontaire, mais on avait des réponses d'intervenants en protection de la jeunesse qui nous disaient, bien, nous aussi, même si c'est volontaire, il y a des enjeux où les pères sont présents et si on les accueille, si ils ont réponse, bien, ça peut favoriser la poursuite par la suite. Si je pense, le 3e constat, nombreux extraits de propos d'intervenants ou de gestionnaires qui portent sur des pratiques individuelles, donc que la personne fait concrètement, et qui sont en lien avec ce qui est reconnu dans la littérature sur les spécificités masculines. Donc, comment mieux rejoindre les pairs, c'est d'arriver à c'est d'arriver à vulgariser, puis à parler un peu comme eux, tu sais, plus simplement, je sais pas, d'être plus dans l'action, d'être concret, d'utiliser des métaphores. Ça fonctionne aussi beaucoup avec les gars. Donc, il y a déjà, je pense qu'il y a eu plusieurs formations d'intervenir auprès des hommes qui ont amené ces pratiques-là qui sont adaptées aux réalités masculines et qu'on a entendu dans les propos des intervenants. Il demeure
un dernier constat pour rejoindre qu'il y a certaines clientèles masculines qui sont clairement plus difficiles à rejoindre. On pense entre autres aux pères qui sont issus d'immigration récente, les pères qui composent avec des enjeux de santé mentale. Donc, c'est des réalités qui peuvent être plus difficiles. Un extrait. Dans certaines cultures, on remarque que ça gère entre eux au niveau culturel. C'était culturel. Il ne comprenait pas pourquoi sa conjointe avait fait une demande. Nous, ce sont des services volontaires, donc on ne peut pas. On ne va pas s'imposer non plus. Donc, il y a des enjeux, il y a des besoins, et lorsqu'on les a questionnés sur les besoins, les clientèles d'immigration récente revenaient fréquemment à dire ben, on a besoin d'être outillés, on manque un peu de connaissances pour mieux connaître ces réalités-là. Donc, c'était pour rejoindre les pairs. Après, on a regardé les propos qui étaient relatifs à identifier leurs besoins. Et dans cette catégorie-là, on avait beaucoup moins d'éléments qui ressortaient. Donc, peu de pratiques qui ressortent des propos des personnes répondantes quant à l'identification des besoins des pères. Un extrait, tout est basé sur la maman. Mais le papa, là, c'est comme un électron libre, on dirait dans cette histoire. Il est peu ou pas pris en considération. Tout le programme est basé vraiment sur la maman puis son rôle. C'est comme si le papa, finalement, on n'en entend jamais vraiment parler. Il est toujours induit, mais il n'est pas nommé. Il n'est comme pas reconnu. Il est comme effacé. Donc, moi, c'est sûr que ce que je vous dirais, c'est ce qui manque, c'est que le thème du père soit plus présent. Et je pense que dans nos outils cliniques, pour lesquels on demande aux intervenants d'utiliser nos outils cliniques, je pense que ce serait bien qu'on le reconnaisse plus ou qu'il soit nommé ou que ce soit plus précis. Donc, de façon générale, peu de propos en lien avec l'identification des besoins. Par contre, il y en avait quelques-uns et ce qu'ils font ressortir, ces propos-là, c'est qu'on les retrouve souvent lorsqu'il y a des annotations, lorsqu'il y a des problématiques qui sont identifiées. On a aussi certains cas où on marque les observations à faire sur comment va le lien parental. Et ça arrive parfois qu'il y a des notes inscrites à propos du père s'il y a une problématique. S'il n'y a pas de problématique, je ne vois pas vraiment de notes à ce sujet-là. Donc, quand il y a des situations problématiques, on voit des annotations, mais peu sur les situations ou les forces qui y sont associées. L'autre catégorie qu'on a pu identifier sur l'identification des besoins, c'est l'intérêt du soutien des ressources spécialisées qui ont une expertise auprès des hommes ou auprès des pères. C'est certain qu'on se réfère beaucoup aux organismes communautaires quand ils sont présents dans un milieu. X, le nom de l'organisme, ils sont très sollicités, puis on va aller chercher cette expertise-là. Donc, le fait d'avoir établi des liens avec ces organismes-là peut permettre de mieux préciser les besoins ou même les références à faire. Un autre élément, puis ça a été soulevé spontanément par des répondants et ça fait référence au nouveau cadre de référence et les outils qui sont développés dans le cadre des services intégrés en périnatalité et petite enfance. Puis là, petite nouveauté, vous avez sûrement entendu parler des fiches thématiques pour les CIP. Vous pourrez aller voir sur le site du ministère, il y a des fiches thématiques. Il y en a une sur la violence conjugale et dont une sur le père. Donc, nous, pour qu'on s'approprie chacune des fiches, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de prendre la fiche puis d'interpeller, nom d'un organisme, qui est un groupe qui vient en aide aux pères. Puis il va co-animer la fiche avec notre spécialiste en activité clinique. Puis avec le cadre de référence, ben, vient aussi une grille d'analyse des besoins, un portrait de famille. Donc, il y a des outils qui ont été développés dans le nouveau cadre de référence et les gens disent, ben ça m'est utile et je l'utilise pour identifier les besoins. Donc, troisième, on a regardé pour comment rejoindre les pairs, les pratiques qui étaient associées, comment identifier leurs besoins et dans la troisième catégorie, quelles étaient les pratiques qui étaient plus associées au soutien des pairs. Et c'est un des premiers constats, c'est l'influence de politiques ou de directives ministérielles. Alors, on revient encore là, il y a des éléments comme du CIP, le nouveau cadre de référence des CIP, qui nous permet d'avoir des dossiers. Là, il faut toujours que je me promène avec le petit compte avec les participants qui sont là.
qui empêche de lire les références. Mais le cadre de référence type nous permet d'avoir des dossiers ou de compter la performance avec les papas aussi maintenant. C'est qu'avant, c'était principalement les visites à domicile et le dossier était au nom de la maman, de façon systématique. Alors que là, si on a un papa qui est tout seul avec son enfant, ou si on a un papa que c'est lui, bien, on peut aussi compter le nombre de visites qu'on fait avec papa. Là, on est vraiment dans la performance, puis dans les statistiques. On peut le faire maintenant. Donc, dans ce nouveau cadre de référence-là, on peut maintenant le faire lorsque c'est un papa qui fait la demande de service et qu'il est seul avec les enfants. Par contre, on n'arrive pas toujours à comptabiliser toutes les actions qui sont posées auprès des pères. Et on va voir que ça peut causer un enjeu éthique au niveau de la confidentialité, au niveau de la gestion des dossiers. L'autre politique, ben, c'est, comme je mentionnais tout à l'heure, pour cette portion-là, la prévention du syndrome du bébé secoué, ben, on exige que le papa soit présent. Donc, c'est une politique, c'est une directive ministérielle qui vient favoriser le soutien à offrir aux pères dans ce contexte-là. L'institution a clairement un rôle aussi à jouer afin d'aménager des environnements qui soient favorables à l'inclusion des pères. Ça, on le voit beaucoup en périnatalité, donc les intervenants qui étaient plus en milieu hospitalier. On a des semi-urgences qui ont été mises en place par certaines institutions de manière à offrir des horaires qui sont moins traditionnels, soit de soir, soit de fin de semaine, où les pères sont présents. Donc, comment aménager des environnements qui sont favorables? Un exemple, on a des lits d'appoint pour les papas qui veulent passer la nuit. Puis nos salles d'accouchement, on les a vraiment organisées en fonction que le papa va habiter avec la maman. Fait que le papa a son lit, un gros fauteuil, c'est comme un divan-lit un peu. On a mis des frigos dans toutes les chambres pour que le couple puisse amener leurs trucs, que le papa puisse amener sa bouffe pour ne pas être obligé de sortir toujours, pour faciliter la présence du papa. Donc, influence des politiques, l'institution a son rôle à jouer, de nombreuses pratiques encore là ici individuelles en respect des spécificités masculines. Un extrait. Recevoir les émotions de l'homme. Comment lui va les exprimer, puis comment c'est filtré dans la perception de l'intervenant. Que c'était de l'agressivité. Il y avait à se calmer, sinon on allait raccrocher, puis là, on est capable de l'accueillir. C'est sa façon à lui d'exprimer une détresse. C'est pas envers moi. Il peut bien lâcher 6-7 sacs, nous dire qu'on est tous des incompétents. Il ne faut pas le prendre personnel. Il faut passer dans le fil de lui, il essaie de nous parler de sa détresse dans son langage. Donc, des pratiques individuelles qui viennent de spécificités liées aux réalités masculines. Il y avait des propos aussi extrêmement intéressants en lien avec la coparentalité, donc qui est une avenue particulièrement intéressante où l'approche coparentale est un levier pour inclure le père, tout comme tout coparent. Alors, par exemple, si on voit que la conjointe est comme non, 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 ne touche pas à ça, c'est moi qui le fais, on va essayer de faire comme je pense qu'on va laisser papa aujourd'hui changer la couche pour qu'il apprenne aussi. Donc, la coparentalité, à avoir cette vision-là plus systémique familiale, bien, et le regard porté sur l'équipe parentale, bien, nous force à tenir compte de chacun des coparents. Le défi de la séparation parentale, c'est un élément qui est survenu à plusieurs reprises dans les propos des intervenants. Il y a une problématique qui est au niveau de la violence conjugale dans nos suivis. Là, il se trouve à être dans une posture où est-ce que c'est le méchant? Il faut que je soutienne la victime. Donc, comment aborder ça? Là, on ne peut pas les rencontrer ensemble, c'est qu'on alimente potentiellement la violence. Fait qu'il faut les séparer. Puis quand on les sépare, ben, au final, on ne rencontre plus le père. On fait juste rencontrer la mère. Donc ça venait souvent, les éléments qui sont reliés à la séparation parentale. On est peut-être moins bien outillé, moins bien formé. On ne sait pas trop quoi faire dans ces situations-là, particulièrement puisque plusieurs ont, même si les séparations dans l'ensemble se passent relativement bien. C'est dans près de 70% des cas où la séparation se passe bien. 30% des cas où c'est plus difficile et de ceux-ci, 10% sont hautement conflictuels. Mais bien souvent, ça se trouve être ces cas-là plus conflictuels qu'on rencontre et qui posent des défis dans notre gestion de l'intervention qu'on va faire.
Et j'ai commencé à travailler auprès de cette famille-là. Qu'est-ce que je fais dans un contexte de séparation? On pourrait passer, moi, je donne une formation complète sur séparation en lien avec rupture conjugale et paternité. On a des formations aussi sur coparentalité en contexte de rupture. Donc, il y a beaucoup à dire aussi pour mieux comprendre. Puis, on n'a pas nécessairement tout le temps, mais je trouvais important de vous amener certains éléments qui sont importants à considérer. La littérature nous montre que c'est une transition, la séparation est une transition qui est vécue plus difficilement par les hommes que par les femmes, même si ce n'est jamais facile, que ce soit pour les enfants, pour les femmes. Mais les hommes vivraient de façon plus difficile et pour un ensemble de raisons qu'il faut être capable de déplier, de regarder, allant à la fois, parmi ces raisons-là, c'est que l'annonce officielle de la séparation, plus souvent, l'annonce officielle, elle vient de la maman, de la conjointe. Et souvent, on se dit, mais mon Dieu, il me semble qu'ils ne l'ont pas vu venir. Ils disent toujours qu'ils ne l'ont pas vu venir, mais pourtant, non, ça fait déjà plusieurs fois que je lui dis, et là, maintenant, c'est la fin. Donc, c'est comme si un décalage qui se crée entre chacun des conjoints. Et c'est sûr qu'une période de choc, de deuil, qui est déjà amorcée souvent plutôt par un des conjoints que par l'autre, qui rend cette situation-là des fois plus difficile. Le contact avec les enfants, la perte de contact avec les enfants est un atout important et les enjeux financiers aussi qui viennent rendre cette transition-là plus difficile. L'autre élément qui nous demande de bien, c'est que c'est à l'intersection entre le juridique et le psychosocial. Bien souvent, on va se retrouver avec des familles qui doivent composer avec différentes cours de justice, à la fois dans certains cas avec le criminel parce qu'il y a des allégations de violence, à la fois au niveau de la protection de la jeunesse et parfois au niveau des modalités de garde. Donc, on peut avoir affaire à différents niveaux, différentes cours, avec des enjeux qui ne sont pas toujours, on ne se parle pas nécessairement entre ces éléments-là. Et, par exemple, les pères peuvent demander, souvent, le juridique est une porte d'entrée extrêmement intéressante pour les pères, pour les hommes, pour aller chercher de l'information, alors qu'ils ne demanderont pas nécessairement d'aide pour le psychosocial. Mais s'ils reçoivent une certaine réponse au niveau du juridique, ça leur permet d'accéder à oui, mais toi, comment tu te sens et comment on peut regarder au niveau du soutien psychosocial. Je vous parlais des enjeux éthiques au niveau des dossiers. Donc, si on n'a pas un dossier qui est propre à chacun des parents et que l'information est colligée dans le dossier des mères pour certains suivis, mais à ce moment-là, on a un enjeu de confidentialité qui peut être associé, la notion de consentement pour l'accès à ces informations-là, puis ça peut entraîner une certaine discontinuité des services parce qu'on veut savoir c'est quoi les services que le père a reçus, mais on n'est pas capable de les retracer parce que ça se trouve être dans d'autres dossiers. Au niveau de la séparation aussi, l'importance de soutenir la relation coparentale. Ce n'est pas parce qu'une séparation et donc que notre couple ne fonctionne plus, mais il faut continuer à travailler ensemble comme équipe au niveau coparental pour répondre aux besoins de l'enfant. Donc, soutenir la relation coparentale. Donc, toute cette avenue-là, cette formation-là en lien avec la coparentalité, elle est intéressante puisqu'elle nous permet de regarder les différents types de coparentalité. Est-ce qu'on doit absolument viser une coparentalité qui soit collaborative lorsqu'on se retrouve avec des situations de familles qui sont dans des situations qui sont très conflictuelles? Est-ce qu'une coparentalité parallèle pourrait être une étape intermédiaire? Est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir la présence de deux parents pour adopter une approche qui est coparentale? Pas nécessairement. Donc, on peut regarder quelle est, avec chacun des parents, mais comment pense l'autre parent? Comment il a ressenti, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa position? Je sais que, par exemple, dans des ressources d'hébergement père-enfant, ils ont comme valeur d'encourager la coparentalité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va davantage, posons juste
On va davantage parler de la mère des enfants et non pas de l'ex-conjoint qui peut changer la donne. Donc, les mères qui peuvent venir visiter également cette ressource-là d'hébergement qui peut avoir un effet de sécurité en disant, ben voici l'environnement dans lequel ils se retrouvent, les enfants et le père. Donc, moi, ça me sécurise. Donc, il y a des enjeux, il y a des aspects qu'on peut travailler au niveau de la coparentalité. Mais lorsqu'on regardait les besoins des intervenants et des gestionnaires, ce qu'on disait, c'est qu'on a très peu de formation qui est centrée sur les approches coparentales. Les éléments liés à un partenariat auprès des organismes qui interviennent auprès des hommes et des pères, on le mentionnait tout à l'heure, hein, l'importance des fois de référer, de pouvoir s'appuyer sur une expertise qui a été développée dans un organisme, de la région, de co-animer des activités ensemble. Ne pas sous-estimer que l'enfant est un levier extrêmement puissant d'intervention. Les pères sont prêts à faire beaucoup pour l'enfant, beaucoup plus que pour eux-mêmes. Donc, l'enfant, dans une approche qui est coparentale, l'enfant, il est au cœur des préoccupations et parfois, ça peut amener à se décentrer, amener les parents à se décentrer dans un contexte de séparation. Bien souvent, les blessures, les heurts nous amènent à se centrer sur soi. Donc, l'enfant est un levier pour amener une certaine décentration et travailler l'équipe coparentale. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la séparation, mais en soi, c'est un enjeu qui avait été identifié que je trouvais important de peut-être élaborer un petit peu plus. En gros, en synthèse, les facteurs facilitants et les défis qui ressortent des propos qui ont été dits par les participants. Le congé de paternité, hein, qui est pris par une forte proportion des pères durant les premiers mois suite à la naissance de l'enfant, amène les pères à être beaucoup plus présents dans les services en périnatalité. Donc, c'est un contexte qui est important pour, par la suite, favoriser ou même les amener à... Souvent, certains pères sont méfiants dû à l'expérience qu'ils ont pu avoir par le passé. Donc, c'est une façon aussi pour eux peut-être de revisiter ces résistances-là. La politique de périnatalité qui mentionne la question d'inclusion des pères, le nouveau cadre de référence, ça a été nommé, l'importance des formations. On a le plan d'action, le plan ministériel d'action en santé et bien-être des hommes. Il y a des tables régionales qui ont été créées et qui permettent d'avoir un lieu où il y a cette préoccupation-là, puis où on peut discuter, qui fait que pour certaines personnes, ça mettait de l'eau au moulin. Ça leur permettait, dans le fond, d'aller chercher des partenariats, des collaborations qui étaient intéressantes. Présence sur le territoire d'un organisme qui est engagé, collaboration pour une intervention, surtout dans des situations qui sont complexes. On a de plus en plus d'outils qui sont disponibles sur la paternité. Il ne faut pas réinventer la roue. On parlait des sites tout à l'heure. Sur le site du RVP, du Regroupement pour la valorisation de la paternité, il y a énormément d'outils. Il y a une formation qui a été élaborée auprès des pères en protection de la jeunesse qui a été implantée à quelques reprises l'année dernière. Donc, il y a des choses qui se font. L'importance d'un travail multidisciplinaire, travail d'équipe lorsqu'on veut intégrer les pères, mais c'est souvent dans une perspective coparentale. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs partenaires, plusieurs personnes d'une équipe qui est multidisciplinaire. Puis la vision de coparentalité, bien, c'est clairement un levier qui est intéressant. Les défis qui demeurent, c'est la présence encore de préjugés sur une perception de rôle genré qu'on va voir. Oui, on reconnaît l'importance des deux parents, mais dans certains propos, on voit également que il y a un parent qui a plus d'importance et si j'avais à prioriser, ben, je vais davantage intervenir auprès des mères. Certains propos aussi d'intervenants, d'intervenantes qui se disaient un peu imposteurs pour intervenir auprès des hommes. Préjugés, méconnaissance de certaines clientèles, les enjeux liés au contexte de séparation. La pandémie, là, je n'ai pas abordé tous ces résultats-là, mais on avait une section relative à la pandémie qui a amené la réorganisation de services, la mise en place de services qui sont offerts selon
des modalités qui étaient différentes, par exemple, beaucoup plus en ligne, qui dans certains cas sont vues comme un aspect positif, mais c'est de voir, suite à la pandémie, est-ce qu'on avait initialement des modalités de soutien qui étaient beaucoup plus en contact? Est-ce qu'on va éliminer ces modalités-là? Comment on va les récupérer? Donc, il faut regarder. Il n'y a pas de statistiques qui sont comptabilisées. Pour une gestionnaire, elle disait, ben moi, ça freine mes employés. Formulaire qui est centré uniquement sur les mères. Donc, d'avoir de l'information sur les pères, ce ne serait pas si mal d'avoir ces informations-là. Le manque d'effectifs en pénurie de main-d'œuvre, ben, c'est sûr que ça joue. Résistance, méfiance des pères par rapport aux services, c'est présent. Donc, que ce soit suite à des mauvaises expériences, que ce soit de par leur socialisation masculine où les hommes, ça ne demande pas d'être, il faut être fort. Donc, ça les amène à une certaine méfiance. L'importance d'avoir des directives qui soient claires. Oui, on trouve ça important d'inclure les pères dans nos services, mais en même temps, on a plein d'autres priorités aussi qui sont là. Et on n'a pas de directive nécessairement du ministère qui nous incite à dire ben, qu'est-ce qu'on doit prioriser à l'intérieur de ça. Et on n'a pas non plus de statistiques. On parlait tout à l'heure d'identification des besoins. Mais si on n'identifie pas les besoins des pères ou de l'équipe coparentale, ben, il n'y a pas de service qui est offert, donc ça devient difficile de dire ben, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit adapter les services. L'inclusivité, donc on est dans une perspective actuellement qui favorise beaucoup l'inclusivité, la diversité, mais ça peut entraîner un certain enjeu d'invisibilité, c'est-à-dire que d'inclure les pères dans le vocable de parents, ben encore pour certains, parents est associé à mère. Donc, ça peut entraîner une certaine invisibilité. Donc, ce sont des défis qui peuvent freiner. Je termine avec les recommandations. Ben, je pense qu'on est dans une société qui est complexe. Les familles d'aujourd'hui sont beaucoup plus complexes que celles auxquelles on a assisté dans les générations antérieures. Donc, on se doit d'avoir des politiques qui reflètent cette complexité-là, d'avoir des directives qui soient claires, qui émanent des ministères de manière à respecter les principes d'équité, de diversité et d'inclusivité, des différentes configurations parentales, hein, que ce soit mère, beau-père, donc on a une diversité de configurations parentales qui ne sont pas nécessairement de 2 parents, ça peut être 3 parents, les couples lesbo-parentales avec donneurs reconnus, les mères porteuses, donc on a une diversité des configurations parentales et les pratiques devraient pouvoir mieux soutenir l'ensemble de ces constellations-là. Une directive ministérielle pour l'obtention de statistiques qui contribuent à documenter et à reconnaître les actions que les acteurs et actrices vont poser dans le réseau en lien avec l'inclusivité. La création d'un dossier pair serait particulièrement utile pour assurer une certaine continuité de ces services-là. Deuxième bloc de recommandations porte plus sur l'importance d'un soutien institutionnel qui soit sensible à des façons différentes de faire pour inclure les pères, mais pour inclure tout autre coparent. Donc, ça repose à la fois sur la formation initiale, nous, comme professeurs d'université dans nos programmes, comment on forme la relève, mais dans la formation continue également, au niveau de formation portant sur les réalités masculines, mais sur les réalités paternelles, les enjeux liés au père, sur l'approche coparentale, ne pas sous-estimer des rendez-vous où les pères sont présents. Donc, il ne faut pas les manquer, puis de voir comment on peut optimiser ces moments-là et mieux optimiser, mieux identifier les besoins des pères ou du coparent. Et le partenariat, les collaborations, ben, c'est une valeur ajoutée qu'il nous faut soutenir. Dans les recensions de services, de modalités de soutien, je vous disais que 80% des organismes communautaires étaient identifiés avec des modalités de soutien particulières, mais parmi leurs partenaires, le réseau de la santé était là. Donc, c'est important de soutenir ces partenariats-là, ces collaborations avec des lieux d'échange, d'où les tables de concertation, des lieux d'échange de discussion entre partenaires. La présence sur un territoire d'un organisme qui est engagé, spécialisé en intervention auprès des hommes et des pères, c'est un atout qui peut permettre de partager ces expertises-là et de mieux connaître aussi dans les propos des intervenants, des répondants,
de mieux connaître les différents services et programmes à l'interne du réseau. Ce que les gens nous disaient, c'est même à l'intérieur du réseau de la santé. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mettons, dans les services en dépendance ou dans les services en déficience intellectuelle. Ils ont peut-être des choses qu'ils font auprès des pairs, des pratiques qu'ils mettent en place qui pourraient être adéquates pour nos propres services, mais on n'est pas au courant de ces éléments-là. À partir de ce moment-ci, je vous laisserai la parole. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez avoir accès au rapport de recherche. Vous avez la référence. Il est disponible sur le site du pôle de recherche, du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. Vous pouvez également communiquer avec moi. Vous avez mon adresse courriel pour toute information supplémentaire ou pour tout volet là, questions plus spécifiques que vous auriez puis qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder dans le cadre de ce midi-conférence.